Aucune révolution ne s'est faite dans la paix. Ça n'existe pas. Parce que lorsqu'on parle de révolution, la plupart des fois, on ne comprend même pas ce que ça signifie une révolution. Une révolution, c'est un changement brusque et violent d'un système qui peut être politique, qui peut être social, qui peut être culturel, qui peut être économique, qui peut être spirituel, qui peut toucher à plusieurs domaines multifactoriels de la vie. Une révolution, c'est un changement brusque et violent qui touche à un segment de la société ou à plusieurs secteurs d'activité différents. Vous ne pouvez pas avoir une révolution qui se produit dans la paix. Je vais prendre quelques exemples pour que vous puissiez réaliser à quel point la révolution ne peut pas se produire dans la paix. On va commencer avec la Bible, en considérant que tout ce qui est dit dans la Bible est vrai, c'est une vérité absolue, c'est une réalité historique. Prenons la Bible, Ancien Testament. Est-ce que Dieu produisait ces révolutions dans la paix? La réponse c'est non. Dans la Bible, notamment dans l'Ancien Testament, la personne qui tue le plus de personnes, c'est Dieu. Dieu tue des gens qui ne respectent pas ses commandements. Dieu brûle des villages. Dieu sanctionne directement les êtres humains qui ne respectent pas ses commandements. Parce que pour lui, sa révolution, on ne peut pas laisser les gens choisir s'ils veulent changer ou pas. Dieu vous dit, soit vous faites ça, soit je vous assassine, soit je vous tue. C'était violent, c'était brutal et il le faisait lui-même. Allons dans le Nouveau Testament avec Jésus. Jésus a fait quelle révolution dans la paix? Lorsqu'il entre au temple, il voit les gens en train de vendre dans la maison de son père. Il prend les choses que les gens vendaient, il jette, il saccage tout en leur disant, vous êtes malades, vous venez dans le temple du Seigneur faire le commerce. C'est violent, une révolution. Une révolution ne peut pas se faire dans la paix. On va prendre un autre exemple. En Afrique, tous les jours on parle de Thomas Sankara. Tous les jours on dit Thomas Sankara, c'est un héros africain. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est que Thomas Sankara était dans l'armée. Ce qu'on ne dit pas, c'est que pour que Thomas Sankara prenne le pouvoir, il n'y a pas eu de vote. Thomas Sankara est arrivé au pouvoir comment? Dans la paix. Lorsque Thomas Sankara demandait aux populations d'exécuter un certain nombre de principes, il demandait le choix aux gens de décider s'ils veulent ou pas. Et quand on vous dit que quelqu'un est dans l'armée, ça vous pousse à réfléchir directement. Quels sont les principes que l'armée utilise pour prendre le pouvoir? Quels sont les principes que l'armée utilise pour dicter leur révolution? Comment la révolution va se faire? Moi, il y a un épisode qui me marque beaucoup dans la révolution au Burkina Faso avec Thomas Sankara. C'est le fait qu'il y a eu une fois où les enseignants grévaient énormément et lui, il a décidé de virer tous les enseignants pour recruter ce qu'il a appelé des enseignants révolutionnaires, c'est-à-dire des étudiants qui n'avaient aucune qualification, aucune formation, pour que ces étudiants-là viennent former. Parce qu'il a dit aux enseignants, vous êtes malades, vous pensez qu'on va se plier à tous vos caprices. Il a viré tous les enseignants pour mettre les étudiants révolutionnaires. Il n'y a aucune révolution qui se produit dans la paix. Venons au Cameroun avec les maquisards. Les maquisards faisaient quoi dans le maquis? C'était la paix. Les maquisards tuaient aussi des gens, je suis désolé. Les maquisards coupaient aussi les têtes des gens. Les maquisards imposaient leurs lois. Les maquisards se comportaient, je suis d'accord qu'ils étaient traqués, ils étaient aussi tués. Et eux, ils répliquaient, pas avec la paix. Ils répliquaient de manière violente. Une révolution ne peut pas se produire dans la paix. Parce qu'une révolution, c'est un changement brusque d'un système de pensée, d'un système politique, d'un système social, d'un système économique, d'un système culturel. Et vous ne pouvez pas venir voir des personnes qui pratiquent un système depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans et venir leur demander de voter pour qu'on change le système que eux ils exploitent depuis 50 ans. Ça doit être violent, ça ne peut pas se faire dans la paix. Si vous avez quelqu'un qui a installé un logiciel mental dans son cerveau depuis 20 ans, 30 ans, 50 ans, vous pensez que c'est en le chatouillant que lui va changer de mentalité, va changer de comportement? Vous pensez qu'en Afrique, si on veut réellement changer les mentalités pour pousser les gens à faire exactement ce qu'il faut faire, être discipliné, ne plus voler, vous pensez que ça va se faire dans la paix?
Quand je dis la paix, ce n'est pas forcément que les gens vont descendre dans la rue. La révolution peut être intellectuelle aussi. Ça veut dire qu'on va choquer les pensées. Ça veut dire qu'on va parfois vous dire que ce que vous faites depuis 20 ans là, ce sont des balivernes. Ça veut dire que parfois on va vous dire que Dieu que vous priez là, ce sont des conneries. Ce sera violent intellectuellement parce que la révolution, c'est un changement brusque. Si on veut que les gens changent brusquement pour passer à un nouvel état, ça ne peut pas se faire dans la paix. C'est impossible que ça se fasse dans la paix. Regardons la Chine. La Chine s'est développée dans la paix. Vous voyez ce qui se passe en Chine. Vous voyez comment on traque par exemple les Ouïghours. Les Ouïghours, ce sont les Chinois qui sont les musulmans. Ils sont arrivés au point où ils développent des algorithmes d'intelligence artificielle qui mettent dans des caméras qui permettent d'identifier les musulmans dans la rue parce qu'il faut qu'on les arrête. Parce qu'il faut qu'on les amène à l'hôpital. Parce qu'ils n'appellent pas la prison là-bas l'hôpital. On les amène, ils n'appellent pas la prison là-bas la prison, ils appellent ça l'hôpital. Parce qu'il faut qu'on l'amène à l'hôpital. Parce qu'ils estiment que l'islam c'est un virus qu'ils ont dans leur cerveau. Il faut qu'on enlève ça à l'hôpital. Il faut qu'on leur parle de Mao. Il faut qu'on les fouette chaque jour pour qu'ils puissent réinstaller le logiciel de la culture et de la spiritualité chinoise. Les Chinois ne se sont pas développés dans la paix. Les Japonais ne se sont pas développés dans la paix. Il a fallu qu'il y ait eu cette guerre, cette bombe atomique pour que les Japonais se disent mais attention, on ne peut pas continuer comme ça. Nous-mêmes, on doit pouvoir se développer technologiquement. Les États-Unis ne se sont pas développés dans la paix. L'Europe n'a fait que la guerre. Maintenant, aujourd'hui, la guerre n'est pas physique. La guerre n'est pas les armes. La guerre, elle est intellectuelle. La guerre, elle est économique. La guerre, elle est culturelle. La guerre, elle est spirituelle. La guerre, elle est informationnelle. La guerre, elle est médiatique. La guerre, c'est tous ces nouveaux enjeux-là. Donc ne pensez pas que quand vous créez votre entreprise, c'est pour s'amuser. Une entreprise est en guerre contre les autres. Une entreprise comme Sur-Mesure, que j'aborde fièrement, est en guerre contre les autres marques qui viennent chez nous et qui ne passent leur temps qu'à prendre notre coton pour partir. Il y a de cela quelques jours, j'étais chez un membre de la Startup Academy, M. Issa, du Burkina Faso, notamment à Ouagadougou, qui tisse du coton avec des équipes magnifiques, qui fabriquent des tenues avec du coton local tissé. Vous pensez que si on développe de manière industrielle ces activités, comme nous sommes en train de le faire avec Sur-Mesure, avec toutes ces entreprises, avec tous ces artisans, vous pensez que ça ne va pas déstabiliser une filière textile de ceux qui vont dans tous les pays d'Afrique francophone prendre le coton pour aller développer leur industrie et pouvoir produire des vêtements qui vont venir nous vendre ici? Ce sera violent. Ça veut dire que nos entreprises vont s'affronter de manière violente lorsqu'on va atteindre un certain niveau. C'est pour ça que je prends le fait qu'on se mette ensemble. Parce que moi, Claudel, seul avec Sur-Mesure, je ne peux pas faire grand-chose. J'ai besoin des artisans, j'ai besoin des producteurs de coton, j'ai besoin des stylistes, j'ai besoin des couturiers, j'ai besoin des modélistes, j'ai besoin de toutes les personnes qui peuvent contribuer à développer ce type de projet, les investisseurs et tout ce qui va avec, pour qu'ensemble on devienne plus puissant, mais en sachant qu'on n'est pas en train d'aller dans un débat avec les autres industries. On est en train d'aller en guerre parce que ce sera violent. Les autres vont vouloir tout faire pour nous empêcher de progresser. Nous aussi, on doit tout faire pour pouvoir progresser parce qu'on a des objectifs, c'est-à-dire de permettre aux Africains de pouvoir transformer leur coton et de permettre à ce coton de pouvoir nous produire des produits manufacturés de qualité. Aucune révolution ne se fait dans la paix. Si vous voulez entraîner une révolution sociale, économique, culturelle, politique, spirituelle, même sur le plan intellectuel, ça doit être violent. Même dans la manière de transmettre ses arguments, ça doit être violent. C'est pour ça que quand vous lisez mes textes sont violents. Quand je fais un texte sur la religion, c'est violent. Un texte sur la spiritualité, c'est violent. Quand je parle de l'entrepreneuriat, c'est violent, ça choque. Parce que c'est un paradigme qu'il faut changer. Et on ne change pas les paradigmes en disant « Qu'est-ce que tu penses, Claudel? Est-ce que ça pourrait marcher ?» Il faut arrêter ces conneries. Si on veut vraiment entraîner une révolution en Afrique, il faut qu'on définisse c'est quoi la révolution, quels sont les objectifs que nous voulons atteindre et nous devons mettre les canevas sur pied. Les personnes éclairées doivent s'asseoir et dresser la voie qui permet de pouvoir réaliser ce qu'on veut réaliser et ça doit se faire obligatoirement. Quand vous prenez la Chine, en Chine on ne vote pas. En Chine il n'y a pas la démocratie. En Chine ils estiment que le peuple ou alors le citoyen qui n'arrive pas à manger, n'arrive pas à se nourrir, comment est-ce qu'il va choisir le président? Il ne comprend même pas les enjeux. Parce que pour pouvoir comprendre les enjeux, il faut d'abord traverser les besoins élémentaires. Le fait de se nourrir, le fait de se vêtir, le fait de pouvoir s'éduquer normalement. Quelqu'un est là, il n'arrive pas à manger, il n'arrive pas à boire normalement. Il passe le temps à regarder les matchs à longueur de journée et il veut choisir le président. Est-ce qu'il comprend les enjeux? Est-ce qu'il comprend la géostratégie? Est-ce qu'il comprend l'économie? Est-ce qu'il comprend que nous sommes en guerre?
Est-ce qu'il comprend que c'est une guerre que les autres nous mènent? Comment il va faire pour choisir ceux qui vont défendre nos enjeux alors que lui-même n'a pas encore traversé les besoins élémentaires comme les besoins alimentaires? Non, en Chine, on ne vote pas. Et vous pensez que c'est la paix? C'est une manière de vous dire que vous ne choisissez pas. On vous dit comment on fait. Et en Afrique, tant qu'on va vouloir croire que non, il faut que tout le monde soit d'accord, vraiment non, il faut qu'on soit humble, non, ne soyons pas comme ça, ce n'est pas bien, ça ne va jamais fonctionner. Et ceux qui veulent nous rejoindre pour que nous puissions faire cette révolution ensemble, écrivez en commentaire. Vous allez rejoindre une communauté que nous appelons Unibren, qui représente déjà une très grande communauté de plus de 1200 Africains avec qui nous sommes en train de développer des projets de grande envergure pour aller en guerre économique contre les autres. Si vous voulez participer à cette guerre, écrivez en commentaire et ensemble, nous allons réaliser des choses exceptionnelles. La mission est simple. Voici une arme capable de changer le mindset du continent africain. Détruire l'obésité de l'inconsistance intellectuelle dans laquelle se cache le coffret VIP. Il possède une arme contenant 200 heures de formation et 8 ans d'expérience entrepreneuriale. Recevez le pouvoir de devenir une meilleure version de vous-même. Armez-vous de cette clé pour une réussite entrepreneuriale.